Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 7 janvier 2026. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Trump, annexion, 51e État, quatrième partie. Au cours des derniers jours, nous avons assisté à un branle-bas extrêmement important sur la scène géopolitique mondiale. D'abord, j'aimerais rappeler dans un premier temps certains faits élémentaires que nos masses médias passent sous silence et qu'ils poussent parfois, passez-moi l'expression, de façon un peu excessive. Voici. Premier point. En ce qui me concerne, Trump n'est pas un individu instable et imprévisible. Je l'ai dit souvent et je vais le répéter. Par contre, c'est un individu qui est colérique, qui a des tendances narcissiques, mais il est très prévisible. Il avait annoncé l'annexion possible de certains territoires, dont le Canada, et il se maintient dans cette logique et il passe à l'action de façon graduelle. Donc, ceux qui disaient qu'il était imprévisible, c'est simplement parce que vous ne voulez pas voir son agenda, qui est pourtant très clair, c'est l'annexionnisme. Donc, et pourquoi l'annexionnisme, bien entendu? Pourquoi s'emparer de la souveraineté, vouloir contrôler d'autres territoires? Mettre la main sur le pétrole, par exemple. Assurer un meilleur contrôle sur les drogues illégales. Eh bien, la raison à ça est très simple, c'est que les États-Unis sont endettés, comme la plupart des pays occidentaux, et terriblement surendettés à cause de la crise de la COVID qui a plongé nos finances publiques dans une crise financière sans précédent. Donc, le mot dette, et ça, il faut le retenir, le mot dette est le mot clé pour comprendre Donald Trump. Donald Trump est un homme d'affaires qui est à la tête d'un pays surendetté de la même manière qu'un homme d'affaires est à la tête d'une entreprise surendettée et qu'il cherche par tous les moyens à retrouver des revenus, à augmenter ses revenus de façon à pouvoir payer ses dettes. Voilà. Ça, c'est la problématique fondamentale qui me distingue de tout ce que vous pouvez entendre dans les masses médias. Le mot dette, c'est le mot clé. Et nos banques savent très bien ce que ça veut dire. Trump sait très bien ce que ça veut dire. Malheureusement, les libéraux démocrates et la gauche, pour eux, le mot dette n'existe pas. Et le gouvernement, l'État, est comme un puits sans fond, une éponge, en quelque sorte, qui absorbe tous les problèmes des autres et qui peut tout régler. Donc, une vision purement idéaliste et romantique de l'État. Ça, c'est le premier point que je voulais couvrir avec vous. Le deuxième point, c'est la stratégie nationale annoncée par Donald Trump pour 2025. Cette stratégie nationale vise essentiellement à empêcher ou à prévenir que des actifs étrangers s'installent dans les Amériques. Dans les Amériques. Ça, c'est la suite de la doctrine de James Monroe, un président il y a 2 siècles de ça, ou enfin 1 siècle et demi, et que lui a repris, qui est devenu la doctrine Monroe. Autrement dit, un protectionnisme qui couvre les Amériques et qui fait en sorte que les États-Unis se dégagent des conflits européens. Donc, cette doctrine, cette stratégie nationale vise à empêcher ou à prévenir que des acteurs étrangers, des entités étrangères, nommément des pays étrangers ou des représentants de pays étrangers, installent des infrastructures, des actifs, que ce soit des mines, des puits quelconques ou des bases quelconques, encore moins des bases militaires, vous pouvez penser, ne s'installent au Canada, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud.
Autrement dit, les Américains, les États-Unis veulent littéralement prendre le contrôle des Amériques. Et ça, c'est conforme à la doctrine de James Monroe, de façon à empêcher ce qu'eux appellent les foreign assets, empêcher que des actifs étrangers, des infrastructures naissent, émergent, s'installent sur le territoire des Amériques. On a vu que c'est au fond ce qui ce qui a servi de base, en quelque sorte, à l'exfiltration de l'ex-président du Venezuela, Maduro. OK? Et à ce moment-là, ce qui s'est produit, en quelque sorte, c'est que la question du narcoterrorisme, qui est mentionnée dans le Patriot Act, sert de justification légale au président pour intervenir et aller chercher des ennemis des États-Unis où qu'ils soient. C'est aussi la suite de l'Authorization to Use Military Force et qu'on va retrouver reconduit dans le National Defense, la loi sur la défense nationale pour l'année courante, qui va reprendre en fait l'essentiel du mandat du président sur ces questions. Mais ça, c'est une question hautement technique sur laquelle je vais revenir éventuellement. Le troisième point sur lequel je veux revenir aussi, c'est sur la question du complexe militaro-industriel. Le Canada a décidé, pour des raisons, je vous dirais, de froid diplomatique, de renoncer pour une grande partie à l'achat des avions de chasse F-35 pour privilégier plutôt le Gripen E fabriqué par Saab, qui est une société suédoise. Bon. Là, il faut comprendre que dans ce choix du Canada, va avoir des conséquences énormes. D'abord parce que l'OTAN, en général, voit d'un très bon œil, dis-je, le F-35, que le F-35 a des performances, des caractéristiques insurmontables, et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Bien, c'est très simple. C'est que le F-35, voyez-vous, un avion de chasse se déplace à une très, très grande vitesse. Parfois, ça peut aller jusqu'à 2 fois la vitesse du son. Donc, il faut comprendre qu'un avion de chasse qui peut faire un atterrissage vertical, qui n'a pas besoin d'une piste d'atterrissage, qui peut atterrir en quelque sorte sur une piste d'atterrissage accidentée, qui peut atterrir dans une clairière, voire même dans la cour derrière chez vous. Eh bien, ça, c'est absolument exceptionnel. C'est l'atterrissage vertical. Ça, nos médias n'en parlent pas. Il n'y en a pas un mot là-dessus. On critique le F-35. On dit, par exemple, que le Canada n'aurait aucune expertise, que les Américains retiendraient leur know-how technologique, qu'il n'y aurait pas de partage, que les coûts d'entretien seraient énormes, etc., etc. Eh bien, on essaie de nous vendre le Gripen E de Saab, fabriqué en Suède, et on nous dit que les Suédois vont partager avec nous le secret défense relié au know-how technologique du Gripen, qui n'a pas la capacité d'atterrir verticalement, soit dit en passant, ce qui n'est pas rien, qui est indétectable au radar, ce qui est aussi le cas du F-35, soit dit en passant. Donc, et ce qui retient surtout l'attention, c'est que Bombardier s'est mêlé du dossier, que Bombardier pourrait en quelque sorte faire l'assemblage, la fabrication du Gripen, ce qui comprendrait, selon ce que j'ai pu lire dans les médias, le know-how technologique, c'est-à-dire la propriété intellectuelle associée à l'avionique et au système d'armes typique, enfin particulier, au Gripen E. Là-dessus, j'ai des doutes que le gouvernement suédois partage son know-how technologique en matière de défense parce que ce n'est pas conforme aux us et aux coutumes du monde de la défense des gouvernements de partager leurs secrets technologiques. Donc, à mon humble avis, le rôle de Bombardier se limiterait à faire de l'assemblage sans avoir accès aux données sensibles classifiées du Gripen. Voilà.
Donc, ce ne serait pas tellement différent avec le F-35. Les Américains n'ont pas du tout l'intention de partager leur technologie avec le Canada à cet effet. Autre point, les sous-marins. Les sous-marins. Les Américains, comme ils ont fait avec les Australiens, ont proposé qu'on fasse l'acquisition d'un sous-marin nucléaire, ce qui est essentiel pour patrouiller sous la calotte glaciaire. Nous, on a préféré négocier, on est à négocier des sous-marins avec la société Krupp Thyssen, une société allemande, la même société qui a fabriqué les U-boats, qui ont torpillé les navires canadiens et tué nos marins canadiens durant la Deuxième Guerre mondiale, mais ça, notre premier ministre a l'air s'en foutre comme dans l'an 40, juste pour choquer Trump. Il est prêt à signer peut-être un contrat énorme avec l'Allemagne. Il faut le faire avec l'Allemagne, et de refuser la construction d'un sous-marin nucléaire américain que nous, au Canada, on pourrait faire l'acquisition, et surtout faire l'acquisition de tout le know-how technologique associé à un sous-marin nucléaire américain que les Américains, d'une certaine façon, seraient obligés de partager avec nous, étant donné le caractère absolument sensible de cette arme. Voilà. En ce qui concerne le complexe militaro-industriel, c'est ce que j'avais à dire pour l'essentiel. Je vais terminer sur la fameuse question du Groenland. Bon, la question du Groenland est une question, je vous dirais, qui éventuellement va être décidée non pas par la force ou par la diplomatie, mais je vous dirais plutôt par l'occupation réelle. Autrement dit, à ce moment-ci, il n'y a rien qui empêche les Américains d'établir de nouvelles bases d'aviation ou de marine sur le territoire du Groenland. En d'autres termes, tout en respectant la souveraineté du Groenland et la position des pays de l'OTAN, des autres pays de l'OTAN. Les Américains ont déjà la base de Thulé. Ils peuvent s'étendre. De toute façon, ils vont devoir s'étendre parce que les Russes ont plusieurs bases militaires dans la zone arctique, de l'autre côté du pôle. Donc, c'est une question de temps pour que les États-Unis d'Amérique prennent possession, je dirais, réelle, factuelle, du territoire du Groenland. Trump préfère utiliser la voie diplomatique d'une acquisition pour éventuellement en faire un protectorat ou un État à proprement parler. Reste à voir, reste à voir. Il y a beaucoup de négociations et de tractations en vue. Et comme je vous dis, l'installation de bases militaires américaines sur le territoire du Groenland, comme il y en a déjà une, bien écoutez, il peut y en avoir deux, trois. Franchement, je ne vois pas la difficulté. Et tout ça pourrait se faire en marge d'une contestation de la souveraineté. Et bon, en fait, c'est une voie de solution qui, à mon avis, est tout à fait qui peut être réalisée. Dernier point pour conclure, en ce qui concerne le Canada, la question de l'annexion. Écoutez, les tarifs imposés par le président Trump sont toujours en vigueur, causent pas mal de dommages. Donc, on assiste à une déconstruction du Canada, la déconstruction économique du Canada, pour éventuellement arriver à une annexion. Je pense que la possibilité d'une annexion dans le cas du Canada est certainement plus réaliste et plus faisable que en ce qui concerne l'annexion du Groenland. Et ça, pour des raisons assez évidentes, c'est que le Groenland est très près de l'Europe, plus près de l'Europe que des États-Unis. Donc, la distance, et là, il va falloir comprendre quelle va être la réaction des autres pays de l'OTAN si jamais les Américains décidaient de pousser la négociation jusqu'à, en quelque sorte, forcer une annexion. Cette annexion pourrait se faire possiblement par un référendum, une élection référendaire, ou encore simplement par une occupation de facto du territoire et par un abandon de la souveraineté aux Américains avec l'effet du temps.
une sorte, comme dirait en anglais, un abandonment. En quelque sorte, le peuple du Groenland finirait par renoncer à leur souveraineté avec l'épreuve du temps. Bon, nous, au Canada, on se retrouverait à peu près dans la même situation au fur et à mesure de la déconstruction de notre économie à cause des tarifs. Et là, comprenez bien que l'accord de libre-échange, eh bien, les Américains ont annoncé clairement, et ça, nos médias ne nous le disent pas, qu'ils se retiraient de l'accord de libre-échange. C'est ce que j'ai compris. Ils vont s'en retirer en temps voulu, et là, à ce moment-là, les tarifs vont pouvoir être imposés sur tous les produits canadiens exportés vers les États-Unis, ce qui va avoir des conséquences absolument énormes. Et pour ce qui est des produits américains qui vont nous parvenir, en raison d'un produit intérieur brut qui va avoir énormément diminué, on peut penser que ça va avoir un impact majeur sur la monnaie. Donc, tout va coûter encore beaucoup plus cher. On n'a pas fini de voir l'augmentation des prix. Tout ça pour éventuellement nous mettre, en fait, nous forcer à l'annexion. Je pense que la menace d'annexion pour le Canada est beaucoup plus forte qu'en ce qui concerne le Groenland, même si par les temps qui courent, on a l'impression que l'agenda de Trump pour le Groenland est plus pressant que l'agenda pour annexer le Canada. Moi, je pense que c'est exactement le contraire. Ce qui va se produire, c'est que le Canada ne pourra pas tenir encore très, très longtemps avec tous ces tarifs, et surtout si on assiste à la fin de l'accord de libre-échange. Et là, il faut comprendre qu'il y a un froid glacial entre Ottawa et Washington, malgré tout ce que le premier ministre Carney peut nous raconter. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente année 2026 et on se revoit pour une prochaine vidéo. À la prochaine.